Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par XFIT. Aujourd'hui, je reçois Romain Thomas. Salut Romain. Salut, tu vas bien? Merci de te joindre à moi pour parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est un sujet un peu particulier qu'on n'a jamais abordé, mais que je trouve hyper intéressant. Et puis, du coup, merci Romain d'avoir accepté mon invitation parce que Romain, toi, l'alimentation anti-inflammatoire, bah, tu connais bien. On va expliquer dans une minute pourquoi par rapport à ton parcours. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à donner pas mal de billes aux professionnels et aux coachs sportifs qui nous écoutent pour arriver à accompagner au mieux leurs clients en ayant ces notions en tête. Donc j'espère que tu es en forme. Est-ce que tu es prêt pour aborder ce sujet? Tout à fait, je suis en forme. Je suis prêt. Super. Je vais commencer en essayant de te présenter au mieux. N'hésite pas à compléter ce que j'aurais pas dit. Donc toi, Romain, tu es diététicien depuis 2009 et tu as une spécialisation en nutrition du sport. Tu es aussi préparateur mental. Donc deux notions, comme tu disais tout à l'heure quand on préparait, qui sont quand même intimement liées dans la prise en charge des clients. Peut-être que tu pourras nous expliquer pourquoi et comment après. Donc tu travailles avec beaucoup de sportifs, mais tu travailles aussi avec des personnes qui sont dans une démarche sport santé ou reprise en main de leur santé, de leur écologie personnelle. Tu peux couvrir un peu tout type de prise en charge dans la partie nutrition. Tu es aussi formateur à la fac et école. Tu es intégré au groupe d'experts en nutrition du sport au sein de l'AFDN, qui est l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Tu fais des ateliers de prévention aussi bien pour les personnes vieillissantes que les sportifs. Et tu es aussi membre de la Société française de psychologie du sport. Ça fait beaucoup de choses, pourtant tu as l'air très jeune, donc tu dois être assez passionné, je sais pas. Est-ce que ça On va représente dire à peu ça. près ce que tu es et ton parcours? Ouais, on va dire ça. Je pense que le mot passionné me correspond bien. Ouais, c'est vrai que ces deux casquettes, j'y tiens beaucoup. J'adore travailler dans ces deux milieux-là, de la préparation mentale et de la diététique, au sens large. Donc tout type de projet, tout type de sollicitation, je réponds présent. Ouais, c'est un sujet passionnant, vraiment. Pas toujours facile, parfois même, je dirais vertigineux selon certains sujets, selon certaines situations, mais toujours passionnant, quoi. Bon, du coup, comme c'est effectivement un sujet vaste, on a choisi un thème un peu plus précis dans le sujet de la nutrition, de la préparation mentale, qui est donc l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, moi, je voulais parler de ce sujet parce que j'ai croisé sur les dernières années des contenus là-dessus et moi, à titre personnel, je trouve hyper intéressant de se sensibiliser à l'alimentation anti-inflammatoire que j'ai découvert en tant que vraiment consommatrice. Moi, je ne suis pas professionnelle du sport ni de la nutrition, mais je trouvais très intéressant de sensibiliser tout le monde à ce thème-là, parce que ça semble très important d'en parler, et puis peut-être que tu peux mieux que moi nous expliquer pourquoi c'est important de parler de ce sujet. Je, je vais essayer, du moins. Alors, vas-y, dis-moi, pourquoi est-ce que il faudrait au moins avoir l'information de ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire? En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de pathologies chroniques ou on va dire petits méfaits aigus, et on est plutôt attentif, je dirais, à notre état de santé, à nos ressentis. Donc ça devient important aussi de connaître un petit peu d'où on vient et l'origine aussi parfois de ces petits mots que l'on peut rencontrer. Et finalement, c'est vrai que on a pas mal de tendances qui ont pu émerger ces derniers temps. On a eu différentes alimentations sans SANS pour essayer de réduire certaines familles d'aliments, souvent à tort, mais on essayait d'éviter certains pièges et certains petits inconforts. Et en fait, peut-être que notre alimentation aujourd'hui n'est pas aussi bonne qu'avant. Notre alimentation que l'on trouve dans notre assiette est peut-être pas aussi vertueuse et pas aussi protectrice qu'avant. Donc beaucoup de questions commencent à émerger, et notamment cette question de l'inflammation, parce qu'on se rend compte que on peut avoir des douleurs, parfois chroniques, comme je disais par aigu, qui se ciblent dans certains secteurs dans notre corps, et peut-être que notre alimentation ou ce qu'on fait au quotidien pourrait accentuer ce phénomène et même mener vers des pathologies. Et donc, on est de plus en plus attentif à cet état-là
et peut-être que ça commence dans notre assiette. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis peut-être. C'est-à-dire qu'on en est où dans les connaissances de cette alimentation anti-inflammatoire? On n'a pas encore la corrélation prouvée? En fait, c'est assez particulier, c'est-à-dire que on a, bon, depuis déjà, je dirais des millénaires, hein, depuis, en tout cas, un certain nombre d'années, cette attention vers cette alimentation et aussi vers nos réactions immunitaires. Déjà des milliers d'années en arrière, la médecine romaine commençait à essayer de comprendre pourquoi, comment, et c'est vrai que le terme inflammatoire vient en fait des médecins romains, inflammare, parce qu'ils se rendaient compte que sur les blessures, sur les plaies, il y avait un aspect, on va dire, une couleur rouge, de la chaleur, des gonflements. Ça, c'est l'inflammation. Mais une inflammation aiguë sur une blessure, par exemple. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas que visuel sur des blessures superficielles, mais ça peut être aussi plus profond sur nos organes, en fait. Et progressivement, avec le progrès de la médecine, et particulièrement aujourd'hui, on a des avancées réelles, même notamment avec le microscope, bien entendu, qui sont de plus en plus précis, de plus en plus performants. On a aussi des avancées sur notre patrimoine génétique. Et voilà, on parle de génétique. On commence à constater justement qu'il y a peut-être des liens de cause à effet. Alors justement, je parle de patrimoine génétique, je parle aussi de patrimoine pardon, probien. C'est deux termes que j'aime beaucoup aborder parce qu'on se rend compte qu'on est tous inégaux. On a tous parfois des différences, bien entendu, et ça se passe déjà dès la génétique et notre patrimoine. Donc, je dis peut-être. Je reste sur des hypothèses parfois, même souvent, parce que en fait, rien n'est vrai pour une seule personne et pour une suivante, et tu vois, et ainsi de suite. Fascinant, je disais vertigineux, c'est que on a des certitudes de plus en plus, mais on a aussi parfois des choses qui ne sont pas dans un consensus, et on a des divergences d'une personne à l'autre. Un rapport à l'aliment, un rapport à l'inflammation dont on parlait, qui peut être extrêmement différent d'une personne à l'autre, et c'est dû à plein de choses, donc on parle de multifactoriel, mais ça peut être donc la génétique, ça peut être ce qu'on mange, ça peut être donc nos habitudes de vie, et ça peut être aussi nos microbes qui nous constituent. Donc voilà, tu vois, il y a beaucoup d'éléments. Tout n'est pas dû à l'un ou à l'autre, c'est un tout. Ah, c'est dommage parce que moi je pensais que tu allais me donner une recette toute prête d'un menu idéal pour la semaine pour n'avoir aucun impact inflammatoire de notre alimentation. Je comprends que pas du tout. On peut y contribuer largement, bien entendu, je te rassure. On a quand même des petites astuces, des petites choses que l'on sait aujourd'hui qui nous permettent de nous aider pour se protéger au maximum, pour entretenir quelque chose de correct. Mais c'est vrai que la recette miracle, la petite baguette magique, par contre, désolé, j'ai pas ça. Bon, c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme toi qui existent, hein, et puis tant mieux d'ailleurs. Et du coup, ben justement, jusqu'où on peut aller par rapport aux bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des aliments à surtout ne jamais consommer où on sait que bah, ces aliments-là, quelle que soit la personne, son profil génétique et compagnie, de toute façon, il y aura une réaction, ou alors il y a très peu de gens qui n'y réagissent pas, ou au contraire des aliments qui sont bons pour tous, des associations à faire, à ne pas faire. Est-ce que tu as des principes comme ça qui seraient de toute façon bons à appliquer grosso modo en général à tout le monde? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux qu'on commence par l'alimentation avec des aliments qui vont nous protéger ou plutôt ceux à éviter? Vas-y, comme tu le sens, dis-moi Ok. ça. Alors, on va partir de la, comment dire, d'un tableau un peu plus euh, négatif avec ce qu'il faut éviter. Comme ça, après, on Ok. va vers le positif. Psychologique. C'est C'est ça, c'est le jamais très loin. préparateur mental qui parle. Très bien, pour moi C'est aussi. c'est jamais très loin. Oui, donc en fait, souvent, de plus en plus d'études nous mettent en évidence notre alimentation on va dire, de notre siècle, et je dirais malheureusement très très fréquente dans nos assiettes. Quand je dis on, bien sûr, je parle de la population générale et je parle de nous êtres humains sur Terre dans certaines conditions. Et ben en fait, on parle d'aliments ultra transformés, d'aliments qui vont être raffinés, donc sur lesquels on va enlever pas mal de choses, notamment de fibres, et on se retrouve avec des aliments que parfois c'est insidieux, hein, parfois c'est vraiment compliqué de les détecter dans ce que l'on achète, mais nos aliments qui vont ne pas nous protéger. Ils vont pas nous protéger parce que ils vont être
manipulés par l'homme et on va parfois enlever certaines choses. On parle de fragmentation, on parle après on les recombine ensemble, on fait des mélanges certains avec des additifs, parfois controversés, mais c'est encore une autre histoire. Et tout ça pour avoir des aliments qui restent dans nos étals, parfois des semaines entières, pour ne pas dire plus, pour être directement consommables dans un souci de rapidité, de praticité, de confort. Et finalement, on en perd un peu de sens. Et on perd ce sens-là de l'alimentation vraie, brute, que l'on peut transformer nous-mêmes et qui revient à des principes fondamentaux et qui vont être justement pleinement riches de, de bienfaits. Et donc voilà. Du coup, si je dois dire quelques aliments à éviter, on commence par ces aliments ultra transformés. Ces viandes transformées d'ailleurs qu'on peut citer. Et là, parfois on s'y attend pas, mais nos charcuteries, par exemple, sont des aliments type viande transformée, protéines transformées, même voilà les saucisses, le bacon en font partie. Et donc finalement, on se retrouve avec des aliments qui vont être à limiter. Je dis à éviter, mais je dirais plutôt à limiter, parce que c'est vrai que la notion de plaisir peut passer par ces aliments-là. On va pas proscrire totalement un aliment. Par contre, on va le limiter en termes de consommation, euh, juste de manière hebdomadaire ou mensuelle. Il peut apparaître ça et là, mais sans devenir quotidien. On a les alimentations sucrées transformées, les produits de boulangerie, de pâtisserie, les friandises. Tout ça, ce sont des aliments transformés, souvent riches en certains nutriments, trop pauvres en d'autres nutriments. Et c'est vrai que s'ils ont une récurrence, une fréquence trop importante dans notre quotidien ou notre semaine, on peut s'exposer un petit peu à terme à certaines choses. Alors bon, bien sûr, on parle de pathologie chronique, hein, bien entendu. On parle d'inflammation aussi qui peut être à l'origine, et on peut avoir des répercussions, que ce soit corporelles, ou même métabolique. Bon, du coup, on a quand même ces notions-là. Ensuite, on a la restauration rapide, où justement la qualité de l'aliment est souvent à déplorer, parce que on va aller sur des aliments faciles à cuisiner, à transformer dans les cuisines, pour pouvoir être disponible très rapidement. Mais l'aliment, lui, de base, quel est-il? Souvent, on n'a pas de notion. Et ça, c'est vraiment le combo parfait à éviter avec tout ce qu'il faut pas, mais qui vont amener sur des mécanismes finalement près de plaisir immédiat, instantané, de rassasiement instantané, immédiat. Et pourtant, on se rend compte que quand on creuse un peu, aucune case n'est cochée dans ce qu'il faudrait et ce que l'on a besoin et ce que l'on aimerait pour notre plaisir et notre santé. Parce que finalement, euh, on répond pas à ces critères-là. Bon, voilà. Ensuite, on a les boissons sucrées. On a les glucides raffinés en tout genre. D'ailleurs, pas que les produits sucrés, mais également les farines trop raffinées aussi. Euh, Parfois, c'est bien d'aller plus vers du semi-complet ou du complet. Je pense que ça peut être ces AUT, ces aliments ultra transformés ou simplement transformés ou raffinés, qui peuvent être à éviter, en tout cas à limiter. C'est vrai que certains vont me dire, oui, mais j'ai besoin de farine blanche pour faire mes pâtisseries. Alors, bon, c'est vrai que la farine blanche que l'on appelle T45 ou T55, je sais pas si La T45 était, oui, ouais, ouais, ça te ouais, parle. ouais, ouais, oui, tout à fait. Ces farines-là sont très raffinées. On a enlevé pas mal. En fait c'est le taux de cendre. On a enlevé pas mal de fibres volontairement pour pouvoir la manipuler plus facilement pour nos préparations. C'est vrai que faire certaines pâtisseries, elle est plutôt la bienvenue cette farine-là. Mais bon, bien sûr, la T80 passe très bien pour la plupart de nos pâtisseries. J'en ai fait les tests et les goûteurs. Mais non, c'est vrai que parfois ça s'y prête pas pour tout. Mais encore une fois, on parle de récurrence, de fréquence. Donc, si on fait une pâte à tarte, si on fait un peu de pain à la maison, enfin, il y a plein de choses à faire hein, avec des farines un peu plus complètes, ça passe très bien. Mais encore une fois, si on a une peu de farine blanche pour faire nos préparations, ou on coupe de farines différentes, Mm. ça peut être des astuces et elle peut apparaître. Il n'y a aucun problème. Encore une fois, elle n'est pas à prohiber, elle est juste à limiter. Bon, je parle de la farine blanche, mais je parle de tous les autres aliments que j'ai cités plus tôt. Petite question, est-ce qu'il y a des alternatives justement à la farine de blé? Est-ce qu'on peut utiliser de la farine d'orge, de la farine de froment? Est-ce que c'est meilleur ou c'est la même problématique? Non, alors totalement, on peut avoir ces types de farine tout autre, souvent plus complète. Après, bien sûr, tout dépend les types de farine qu'on choisit, les types de raffinement de farine qu'on choisit. Ça restera finalement
toujours une bonne alternative. Elles vont avoir des propriétés différentes, elles vont avoir des taux de nutriments qui peuvent être variables. Donc en fonction de nos préparations, elles peuvent être les bienvenues. Parfois, elles peuvent aussi faire totalement l'inverse, c'est-à-dire que parfois elles ne sont pas du tout adaptées à la préparation. Donc ça, c'est pour le côté culinaire. Mais aussi en termes de santé, on peut aller trouver des nutriments divers et variés dans toutes ces différentes préparations, ces différentes farines que l'on utilise. Et bien entendu, la plupart du temps, ces farines-là vont avoir d'autres incidences et on n'est pas sur les aliments transformés avec parfois des indices glycémiques élevés, puisque plus c'est raffiné, notamment le glucide, hein, bien sûr, je parle, plus l'indice glycémique, l'impact que cela peut avoir dans notre sucre dans le sang peut changer. Et donc finalement, c'est vrai que ces autres farines ou ces autres types de préparations pourraient justement favoriser des indices glycémiques plus bas et finalement quelque chose qui va être de cette même logique de maintien d'une bonne santé, de bons réflexes. Et tout à l'heure, tu parlais des produits ultra transformés, donc il s'agit au supermarché d'éviter peut-être le rayon des produits, des plats cuisinés tout prêts, congelés, prêts à dégeler au micro-ondes. Tu parlais aussi de cette catégorie-là. Bien sûr, par Mm. excellence, ce sont ces Ouais. produits-là. Mm. Exactement. C'est-à-dire que là, vraiment, on est tout typiquement sur le produit à éviter. Il faut juste regarder les étiquettes. Il y a plus de listes de E et A, quelque chose, E 206, 200 machin, 200 trucs. Alors, on a plus de quantité de petits numéros comme ça que de vrais ingrédients. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, en fait. Chaque fois que vous faites un achat et qu'il y a une étiquette avec des choses écrites dessus, n'hésitez pas à jeter un petit œil et regarder un peu ce qui s'y passe sur cette étiquette. Et parfois, on se retrouve à être surpris. Des aliments du quotidien vont aussi contenir ces additifs, parfois Mhm. controversés. Bon, pour un usage quotidien, ça peut finalement justement avoir certaines limites, voire danger. Bien sûr, encore une fois, ça ou là, c'est pas si grave. On va pas non plus se mettre dans un état de stress, d'anxiété, juste parce qu'on a consommé une fois par-ci par-là ces aliments-là. Mais c'est la régularité, encore une fois, qu'il faut surveiller. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais si on parle à un public sportif, généralement, c'est vrai que le public sportif va être amené à consommer très facilement, parfois plus facilement que la moyenne de la population, des compléments alimentaires. Dans un souci souvent d'ailleurs de subvenir à ses besoins, d'apporter des protéines et des glucides après l'effort. Pour l'instant, théoriquement, ça tient la route, hein, bien sûr, cette volonté. Mais en fait, quand on regarde les produits compléments alimentaires dont je parle, notamment de protéines, eh ben, on se rend compte que c'est des produits transformés par excellence. Ça, bien entendu, pour rester immobile Ouais. à En poudre, réhydrater par ouais, la ouais. suite en poudre, eh ben voilà, du coup, on se retrouve Mhm. avec des produits ultra transformés et souvent contient des additifs. Ouais. On parle de lécithine de soja aujourd'hui beaucoup, qui est décriée, mais on se rend compte qu'il y en a vraiment absolument partout. Et en fait, bon, si ça arrive par-ci par-là, ça va. Mais si ce sportif consomme sa protéine en poudre juste après l'effort tous les jours, peut-être que pendant 10 ans, on commence à se poser des questions. Est-ce que justement on s'expose pas réellement quoi. Donc oui, du coup, il va falloir être vigilant. Qu'est-ce qu'on choisit et est-ce qu'il n'y a pas des alternatives plus naturelles, d'ailleurs souvent plus économiques et plus écologiques. Et donc, bon, cette liste des produits à éviter, voilà, on est sur des choses, on va dire, entre guillemets, évidents et Ouais. connues de tous, même si on aimerait bien se bander les yeux et se dire, ah, c'est quand même pratique de sortir quelque chose d'une boîte et avoir un plat complet, etc. Bon, il y a un petit effort supplémentaire à fournir, bien sûr, pour bien se nourrir et Mm. bien boire. Est-ce que, à l'inverse, du coup, tu as des super aliments, peut-être des aliments qu'on soupçonne pas la majorité du temps? Genre, par exemple, j'ai commencé à consommer des graines de chia. Au passage, j'adore ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a ce genre de super aliments qu'il faudrait commencer à mettre dans son alimentation, que ce soit pas trop compliqué ou... Mm. Alors c'est vrai qu'on parle de graines de chia qui auraient des vertus de curcuma, des épices. Alors je vais pas en cibler un en particulier parce que aujourd'hui il n'y a pas encore une fois de consensus. Je pense qu'il va falloir être prudent aussi parce que ça dépend aussi de sous quelle forme on les consomme. Par contre, on va se concentrer sur justement pourquoi on parle de ces aliments-là, pourquoi on Mhm. parle de ces épices, de ces racines ou de ces fruits et légumes. Certains ont la cote quand on parle de l'alimentation anti-inflammatoire, mais en fait, ça va être assez, on va dire assez
commun. En tout cas, ça va être assez général, mais on se rend compte que oui, il y a des vrais principes actifs intéressants et il y a différentes choses à capter en fait. Déjà, on parle de nutriments qui vont être intéressants, on parle de macro et de micronutriments qui vont être intéressants et qui pourraient avoir cette faculté anti-inflammatoire. En fait, quand je dis faculté, surtout, c'est essayer de garder cette propriété, garder cette fonction de l'organe, parce que la réaction inflammatoire, qu'elle soit aiguë, bon, chronique du coup, qui mène à des pathologies que l'on connaît, mais aiguë, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais c'est pour aider notre corps justement dans ce combat de avec notre système immunitaire et dans cette volonté de réparer, de récupérer. Bah, finalement, on va apporter dans l'assiette pour garder cette propriété-là, cette faculté-là. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Sachant que certains comportements de vie peuvent être pro-inflammatoires, certains aliments, comme on a dit, ceux à éviter peuvent l'être aussi. Donc finalement, on a tout un équilibre à trouver et à rajouter cette alimentation avec ses propriétés diverses et notamment aussi anti-inflammatoires peut nous permettre justement de garder en fait cet état de santé, de le prolonger, même d'essayer de l'alimenter, sans mauvais jeu de mots. Euh, Alors, donc, lesquels? allez, vite, on y vient. Ça, je fais monter un petit peu le Ah truc. oui, bah là, c'est un suspense soutenable. Je veux savoir ce que je peux racheter tout à l'heure au supermarché. Dis-moi. Bon, pour commencer, déjà, alors que c'est macro et micronutriments. Il y a aussi en parallèle les fibres dont on peut parler longuement parce qu'ils vont avoir un rôle hyper important. Il y a généralement aussi dans ces fibres, on appelle ça les prébiotiques, qui vont aussi qui vont avoir une place élémentaire dans cette stratégie-là, pour essayer d'avoir un effet et un contrôle sur l'inflammation. Et on parle de certaines graisses également. Donc, j'y viens doucement, mais il y a des aliments ou des types de graisses qu'on peut utiliser au quotidien, qui vont être vraiment intéressantes, qui vont trouver leur place. Donc, euh, on peut déterminer ce qui pourrait constituer finalement, et en combinaison, hein, je parle, un peu cette tendance dans l'assiette de tous ces aliments mis en addition pour contribuer à ces propriétés anti-inflammatoires, et c'est finalement cet équilibre général. Mais on a aussi justement des choses qu'on va peut-être mettre plus en évidence pour accentuer ce phénomène. En Ok. tout cas, on va essayer de sélectionner certains produits, j'allais dire, au détriment d'autres, mais dans le bon sens du terme. Donc, on peut partir sur les fruits et légumes, c'est les rois quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, avec leurs vitamines qui vont stimuler l'activité antioxydante. On parle de vitamines, vitamines pour antioxydantes, il y a A, C, E et K. Mais c'est vrai qu'on parle, moi j'aime bien dire ACE, ACE, qui va être très reconnu, et donc notamment la vitamine C dans nos légumes et nos fruits, à tendance colorée. Si c'est très coloré, c'est très bon signe. D'ailleurs, les épices, même constat, quand elles sont très colorées, ces épices, souvent, c'est un peu aussi la propriété, on peut avoir cette même tendance et qui est très bienvenue dans notre thématique du jour sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc finalement, cette combinaison de fruits et de légumes riches en fibres, en eau et en vitamines vont être extrêmement importants. Donc végétalisons nos assiettes, ça c'est un premier point. C'est un truc sur lequel j'insiste énormément. C'est une notion qui est, comme tu dis, hein, qui semble assez Évidente, connue mais et assez évidente. Tu as appuyé ce mot-là tout à l'heure, je trouve que oui, on est totalement sur ce mot-là, c'est évident, mais malgré tout, on le fait pas. alimentation ultra transformée notamment qui est facilitée, et en fait on se rend compte que dans tous nos aliments ultra transformés, nos fast-food et tout, il y a trop peu de fruits et légumes, et même au quotidien, on rentre, on est fatigué du boulot, ben on va consommer des pâtes blanches avec un morceau de viande, et à la fin on mange un yaourt. Mais en fait, c'est vrai que dans ce repas apparaît aucun légume. Il y a des aliments qui sont un peu plus raffinés que ce qui pourrait être, etc., etc. Donc on a très vite fait de faire des petites erreurs au quotidien. Donc premier point, c'est fruits et légumes, et avec ces propriétés antioxydantes qui vont être particulièrement reconnues dans cette aide quotidienne. Ensuite, je parlais des graisses. Je parle des graisses et je parle souvent des oméga 3. Donc on parle de acides gras polyinsaturés.
Également aussi les acides gras monoinsaturés, donc on parle des oméga 3, on parle des oméga 6, oméga 9. En fait, c'est un mix de tout ça qui va être le bienvenu. Il y a un équilibre oméga 6, oméga 3 qui est hyper important. En tout cas, le constat aujourd'hui en France, c'est qu'on ne consomme pas assez d'oméga 3. Oméga 3 que l'on trouve dans certains aliments lipidiques, comme peuvent l'être les poissons gras, comme peuvent l'être les graines, les fruits à coque, comme on peut avoir dans les huiles végétales, bien entendu, notamment l'huile de colza, de lin, de noix, qui ont parfois tendance à être oubliées. Donc dans des vinaigrettes, ça peut être hyper savoureux en plus. Donc voilà, on a quand même ces éléments-là. Tes graines de chia, elles reviennent. Bon, elles sont pas trop locales malheureusement. Enfin, tout dépend où on se situe, hein. Je dis ça, mais ceux qui nous écoutent, s'ils sont pas forcément en France, peuvent en trouver peut-être un peu plus facilement pas loin de chez eux. Mais non, généralement, c'est pas sur notre continent. Mais voilà, du coup, on a quand même de quoi faire déjà en France. Donc, comme je l'ai dit, souvent l'alimentation dite végétale, en tout cas plus végétale que ce qu'on consomme nous, riche en fibres, moins transformée. Déjà là, on a les bons vecteurs, on a les bonnes tendances. Petite parenthèse, parce que tu disais, c'est peut-être pas près de chez nous et tu as bien raison, il y a le côté aussi consommation de proximité, ce qui pousse pas loin de là où on vit, et la saisonnalité. Tu sais, des fois, on Et consomme des légumes qui auraient rien à faire là en hiver, par exemple. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui serait à regarder par rapport, on garde notre sujet anti-inflammatoire en tête? bien sûr, bien sûr. Et c'est là en fait où l'équation commence un petit peu à être délicate. C'est-à-dire que souvent, quand je parle avec des patients, et ben finalement, on traite d'un sujet, et en fait, on se rend compte qu'il y a tellement d'autres sujets parallèles que l'on doit traiter, que l'on doit aborder. Là encore Ouais. un monde qui s'ouvre avec une question d'écologie, une question d'économie et une question de saisonnalité et donc finalement de nutriments qui seront bien plus intéressants, bien plus importants en plus du goût, qui vont être au centre du débat. Donc finalement, on est sur un champ des possibles qui Et de devient infini. praticité sans doute aussi, parce que quand on disait pourquoi les pâtes et pourquoi bah, Bien sûr, le paquet de biscuits, etc., juste parce que c'est beaucoup plus rapide. mais t'as tellement raison. Et est-ce que tu as... Alors, on n'avait pas envisagé cette question-là, mais j'ai très envie de te la poser. Tu me diras, mais je suppose que tu en as en tête. Est-ce que du coup, tu as en tête une recette idéale qui mixe un petit peu le meilleur de tous ces mondes-là? Le légume facile à cuisiner, qui en plus a des super nutriments. Ou une recette, un plat, une assiette idéale qui serait complète, un truc mijoté qui mijote tout seul, ou un truc que tu mets au four, tu sais, bah, c'est pratique les plats au four, tu les prépares un petit peu, puis ensuite ils se préparent un peu tout seuls, tu les laisses, t'as qu'à sortir le four, tu te sers. Il y a ce côté très pratique qu'on va retrouver du coup dans le fait d'aller chercher sur les tablettes enfin, forcément, ça sera un chouïa plus long, mais pas tant que ça. Parce que souvent, c'est l'effort de la préparation du légume qui fait peur Mhm. aussi. Est-ce que tu aurais en tête une recette Tu me prends au dépourvu, un petit peu, je sais, j'avoue. mais là, tu vois, je suis en train de réfléchir à une recette qui parle de notre thématique. Tu vois, du jour, en plus de ce que tu m'as demandé. Et c'est vrai que naturellement, j'aime bien aller proposer des choses parfois qui peuvent être un peu originales, que l'on n'a pas forcément toujours comme réflexe en France, mais des recettes qui vont être savoureuses, faciles à faire. On peut faire du batch cooking, donc faire une quantité assez importante et le manger et consommer sur plusieurs jours, voire après le mettre au congélateur pour d'autres jours suivants s'il y Mhm. a besoin. Et en fait, là, j'ai une idée de recette qui me vient en tête, que j'ai proposée plusieurs reprises récemment parce que déjà je trouve ça savoureux personnellement, mais aussi ça va cocher toutes les cases, en tout cas un grand nombre de cases. T'es fort Alors en attention, teasing, hein? ah, attention, je suis en train de te dire, je suis en train de faire un teasing involontairement. Alors, de suite, je te dis le nom, le dalle de lentilles corail. Je sais pas si tu Mmh. affectionnes particulièrement, si tu connais même. C'est quelque chose d'extrêmement savoureux. Dans ce dalle de lentilles corail, qui est un plat à la base d'origine indienne, on va retrouver, comme son nom l'indique, des lentilles corail, donc des lentilles de couleur orangée, que l'on va faire en fait un petit peu mijoter, tu vois, avec des petits légumes qu'on peut rajouter de saison. Alors c'est vrai que euh, là, j'ai pas forcément de recette pile poil en tête parce que c'est vraiment, on va dire, une sorte de ragoût dans lequel on peut mettre plein de légumes de saison différents. Je sais par exemple un que j'affectionne particulièrement. Bon, faut que ce soit la saison à ce moment-là, mais en tout cas, dalle de lentilles corail
dans lequel je mets des petits morceaux de carottes, dans lequel je peux mettre un petit peu d'épinards, de pousses d'épinards. Mhm. Je mets plein d'épices, du curry, du curcuma justement. Tu vois, je fais mijoter tout ça doucement. Je peux même faire autre chose à côté, puis ça mijote doucement. Ça devient un petit peu une espèce de presque purée, je dirais, mais c'est pas si grave. Dans lequel on peut mettre de l'ail, de l'oignon, tu vois, on peut mettre énormément de choses qui vont justement avoir cette propriété, ces propriétés antioxydantes dans tous les petits légumes que j'ai cités, les épices. On peut mettre à côté un petit riz complet en accompagnement ou des petits morceaux de pommes de terre. Et finalement, on peut avoir plein de on peut diversifier sa recette et plein de nuances de recettes, d'alternatives qui vont totalement se marier avec ce plat complet, végétal du coup pour le coup, riche en protéines, mais protéines végétales. Et finalement, tu retrouves un peu tous les bons concepts. Et tu parlais de saveur, c'est vrai qu'avec les épices que tu as mentionnées, on a un petit peu l'odeur qui nous vient. Donc c'est assez indien comme ambiance, un petit peu Ouais, totalement, oriental. Quelles totalement. épices tu recommandes? Là, j'ai mis dans ce plat-là, et qui vont être d'ailleurs à recommander, des épices. Alors, j'aime bien aller sur les épices un peu colorées, pareil, pour Ouais. cette même vertu, je dirais, entre guillemets. Mais curry, curcuma, ça peut être vraiment intéressant. Même d'ailleurs, par-dessus, pour ceux qui aiment bien, on peut mettre un peu de coriandre pour finir, pour ajouter un peu d'exotisme Mhm. aussi. La coriandre, on n'aime pas, hein. Ça aussi, c'est Oui, génétique, le paraît-il. coriandre, c'est très... oui, C'est clivant. effectivement. Mais du coup, on peut rajouter, cette coriandre ou un peu de persil par-dessus, frais, une petite botte de persil ou de basilic, et on peut rajouter des saveurs comme ça en plus qui peuvent être totalement les bienvenues. Ail, oignon aussi, comme je disais, qui vont avoir ces vertus-là. Quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, ils vont être aussi énoncés parce que ce sont des incontournables pour les maladies cardiovasculaires aussi, qui vont nous protéger au long cours. Donc voilà, on a finalement un fourre-tout hyper positif avec ces aliments-là. Bon, ça nous donne faim. Je sais pas à quelle heure nous Ouais. écoutent les gens, si c'est juste avant le repas ou pendant les courses. En tout cas, ça donne des ingrédients à ajouter. Bienvenue dans ma vie de diététicien qui a faim à partir du premier rendez-vous du matin. Mais en tout cas, je le ferai très bientôt, je pense. J'ai deux autres questions, parce que Bien sûr. le temps avance, mais j'en ai deux que j'aimerais bien qu'on aborde avant de se dire, OK, comment aller plus loin si on veut en savoir plus sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est des associations éventuellement à éviter. Parce que là, on a parlé des aliments pris indépendamment les uns des autres, mais je suppose qu'il y a des associations qu'il faut éviter, peut-être sur des aliments qui seraient bons pris tout seuls. Enfin, peut-être pas, mais à toi de nous dire. Et la deuxième chose, c'est la durée de cuisson, temps de cuisson. Est-ce que ça a un impact aussi? Ok, Donc, on super. commence par les associations à éviter. Ok, très bien. En fait, je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai que cette question-là, je l'ai souvent. Alors parfois, il y a des nutriments qui peuvent se mettre un peu en compétition, des micronutriments, mais c'est vrai qu'en consommant notre alimentation de manière équilibrée, finalement, on retombe souvent sur nos pattes en termes de macro et micro. Mais c'est les grandes tendances, hein, d'alimentation équilibrée. Par contre, c'est vrai que si on va vers des compléments alimentaires parce qu'on a une volonté de justement d'assurer un maximum de macronutriments, de s'assurer en tout cas un maximum d'apports au quotidien, ben finalement on se rend compte que parfois il y a, on va dire des compléments alimentaires fourre-tout, on trouve de tout, et parfois des nutriments qui se mettent en concurrence les uns les autres. Donc c'est pas forcément très évident. Donc c'est pour ça que je conseille pas forcément de faire ce plein de compléments alimentaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vitamine D parce que la vitamine D, malheureusement, elle tend à manquer, surtout quand on manque de soleil. C'est une des premières sources, hein. Il y a les poissons gras, encore une fois. Enfin, il y a des huiles. Enfin, en tout cas, il y a des corps gras qui peuvent nous apporter cette petite vitamine intéressante. Mais c'est surtout le soleil, en fait, qui va la synthétiser. Et c'est vrai qu'on a tendance à en manquer un petit peu. Et généralement, on sait que la vitamine D plus le calcium font bon ménage. Et souvent, on se retrouve avec des gens qui ont de l'ostéoporose ou en tout cas des déficits pour une cause ou pour l'autre, et les combinaisons sont pas bonnes. Donc, si je dois dire des aliments à éviter, bon, je me répète un peu, mais souvent c'est des aliments qui vont être malheureusement pauvres en nutriments, et souvent dans les plats que l'on adore, ça va être des aliments très gras, très salés, comme je disais par exemple pour l'exemple des fast-food, où ça, ils vont avoir au niveau gustatif
tout leur sens pour les gens, parce que oui, en effet, c'est la gourmandise absolue, c'est attractif, mais en fait, qui vont rien apporter. En Mm. tout cas, en termes d'inflammation, ça va au contraire être vraiment à, à réfléchir, être vraiment un peu préoccupant. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des aliments qui sont très riches en protéines, transformés, très riches en glucides, souvent raffinés. Mais bon, après, souvent, c'est pris de manière totalement désordonnée dans le quotidien et finalement, bon, il n'y a pas de grand intérêt. Euh, Pourtant, la protéine plus le glucide en récupération après l'effort, c'est quelque chose que l'on souhaite, que l'on calcule en tant que diète du sport, pour récupérer de manière vraiment pertinente. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop de protéines, on mange beaucoup trop au quotidien, je parle, hein, beaucoup trop de glucides raffinés, et pourtant c'est le plat par excellence facile à faire. Donc les combinaisons, je dirais, qui vont être un petit peu tout cas à surveiller, ça va être ces, 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 ces fast-food, ces aliments, c'est pas que fast-food, parce que je veux pas non plus en faire notre ennemi Alimentaire. numéro un, mais c'est ces combinaisons de plats gourmands, en fait, qui vont pas forcément nous aider dans cette thématique Oui, protectrice. il n'y a pas forcément deux aliments qui, quand ils sont assimilés par l'organisme en même temps, vont générer une inflammation. Je pense par exemple, des fois, on parle de mettre du lait dans son thé, ce genre Mais, de choses, tu euh, vois? non, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de consensus là-dessus. Ok. On n'a pas de consensus là-dessus, sachant que des personnes vont faire ça toute leur vie et ne vont pas avoir d'inflammation particulière. D'autres personnes, la moindre goutte de lait dans un Mhm. thé ou un café va être totalement ingérable. Donc là encore, tu vois, on n'a pas forcément de certitude. Ouais. L'alimentation, je dirais, pro-inflammatoire, comme je disais, c'est juste éviter les aliments qu'on a cités plus tôt. Mais il n'y a pas ces combinaisons explosives virulentes. Aujourd'hui, je pourrais pas affirmer ça. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il faut arriver à réfléchir calories utiles. Ouais, Mm. ouais, j'aime bien, j'aime bien. Après, je dirais même plus loin, c'est que cette calorie, quand on mange, ne nous en préoccupons pas. Il y a plein d'autres aspects et plein d'autres Mhm. mécanismes qui vont être extrêmement importants. La calorie, si on souhaite l'estimer, c'est avec un professionnel de santé, bien entendu. Mais c'est vrai que sinon, mangeons quoi, mangeons vrai, mangeons varié, mangeons de saison, avec cette notion de plaisir, cette notion même, je dirais, de patrimoine nutritionnel, alimentaire, culinaire que l'on a en France. C'est une richesse absolue. Mhm. Il faut consacrer un moment, dédier un moment important pour ce moment de partage en fait et de bien-être et finalement aussi d'apport qui va être essentiel. Donc ouais, j'aime bien cette vision holistique des choses avec cette dimension aussi psychologique, hein, dont tu l'as compris. Ce qui m'amène Bon, tu nous diras si jamais le temps de cuisson a un impact ou pas. Peut-être que la réponse, elle est Ouais, très rapide. Mais là, tu viens de mentionner une autre dimension qui, je trouve très intéressante, c'est la façon de consommer son repas. tout à fait. Moi, j'ai vécu longtemps au Canada où souvent on mange sur le pouce, sur le pouce, sur le pouce, sur le pouce. Donc, Bien sûr. des fois debout, des fois en marchant, entre deux rendez-vous, c'est très pressé. Et là où tu dis la culture française, par contre, on a encore la culture de s'asseoir ensemble, de partager un repas, de prendre le temps de manger lentement. Est-ce que ça aussi, ça a un impact? Totalement, totalement. L'acte alimentaire, manger en pleine conscience, manger dans un moment de partage convivial, social, pour moi, ça doit revenir au cœur de nos préoccupations. C'est une richesse absolue. D'ailleurs, un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le bien manger à la française, le plat gastronomique, le repas gastronomique à la française. Donc on n'est pas non plus sur le plat de tous les jours, mais Non. c'est vrai que c'est un signe en fait. C'est quand même un symbole réel de l'importance de cet acte alimentaire et de ce moment en fait à y consacrer. Voilà, c'est pour moi c'est important. C'est vrai que le modèle outre-Atlantique est totalement inversé, c'est-à-dire qu'on est sur une alimentation pratique, absolue, rapide. Le soir éventuellement ou le dimanche, ça s'assoit un petit peu pour se poser et manger parfois en famille, mais ou entre amis. Mais c'est vrai que on n'est pas sur des journées aussi rythmées que la nôtre, avec matin, midi, soir, les collations. Voilà. Bon, évidemment, on fait comme on peut au quotidien, dans notre enfin, tumulte de la journée, mais il est important ce moment-là. Tout comme, je me raccroche aux branches, tout comme le moment de préparation est important aussi.
Tu vois, parce que pour moi, je trouve que faire à manger, c'est donner de son temps, de son savoir-faire, de son talent, je dirais, même s'il n'est pas grandiose, mais c'est s'investir pour pouvoir donner à quelqu'un. Tu vois, c'est très symbolique aussi. Donc faire un repas et partager un repas, souvent d'ailleurs quand on fait ce repas et qu'on le partage, c'est un peu une fierté, on donne un peu de soi. C'est un cadeau qu'on fait aux autres. Je trouve que c'est fondamental d'une, mais surtout fabuleux comme valeur. Euh, et finalement, ce temps de cuisson aussi lent pour tout cuire, hyper bref, hyper Mhm. rapide, hyper violent, parce que l'aliment, il bouge à la cuisson. Évidemment, les huiles aussi. Donc, finalement, on a des choses qui se passent au niveau même biochimique. Et ces altérations des aliments, quand ils sont trop chauffés, trop forts, peut-être peuvent avoir finalement des effets néfastes au long cours. Peut-être qu'il faut aussi ralentir ça, prendre le temps d'eux, et peut-être cuisiner et cuire nos aliments de manière plus harmonieuse, on va dire lente, oui, tout simplement le mot lente, parce que c'est là, les cuissons lentes, cuissons douces qui vont être à privilégier. Tous les aliments ne s'y prêtent pas toujours, tous les modes de vie non plus, mais essayons un petit peu de voir comment Mhm. on peut cuire peut-être de manière moins violente, moins élevée en température et sur du plus long cours, pour voir un peu les différents modes de préparation. Et pour un même plat, ces différents types de cuisson peuvent avoir d'ailleurs des répercussions très différentes. Et même après au niveau santé, au niveau de notre assimilation de l'aliment, au niveau de ce qui se passe dans notre corps, on va avoir des répercussions différentes aussi. Voilà, donc c'est important. Bah, merci parce que c'est vraiment intéressant parce que l'échange scientifique nous amène en fait à réenvisager un rythme de vie et un rapport au temps en fait parce que c'est Tout à peut-être fait. ça la question fondamentale, c'est que bah, toute la vie accélère, on la laisse accélérer, on fait des choix qui fait que on n'a plus le temps. C'est ça. Je disais, il faut que ça soit adapté à notre mode de vie, mais peut-être que notre mode de vie doit se réadapter à ce qu'on est profondément Peut-être, tout et à fait. voilà, l'alimentation, ça va pas vite, la nature, ça va pas vite. Bon, là, on est sur des questions de philosophie qui vont bien Ouais, au-delà ouais, de notre propos, mais je pense que j'adore, c'est j'adore. effectivement super important. Puis les coachs sportifs, surtout des coachs sportifs qui nous écoutent, font aussi une prise en charge holistique Mm, et voilà, le rapport au bien-être, au savoir bien manger, au savoir bien bouger, au stress. Il y a souvent la question du sommeil qui vient aussi, parce que pour bien assimiler, il faut bien dormir, faut bien. mm. Donc oui, le côté holistique, préparation mentale. En tout cas, je te remercie infiniment pour tout ça. Moi, ça me donne très envie de mieux manger, de prendre le temps de bien cuisiner et puis d'apprendre aussi aux générations qui suivent à bien cuisiner parce que c'est à force de voir le rapport à l'alimentation des parents que eux-mêmes donneront Tout ce à fait, temps à la cuisine et à la tout à fait. préparation et tout. Il y a un côté pédagogique, il y a une transmission Tout à générationnelle fait. même. C'est incroyable. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose, et c'est en lien, vraiment en lien avec notre thématique du jour sur l'alimentation anti-inflammatoire. Quelque chose que je trouve important, qui était presque ancestral et qui a été oublié, qui a été négligé. Et je me rends compte quand je fais des ateliers de prévention, en plus des patients sportifs, bien sûr, comme tu disais, j'ai tout type de patients, et je fais même des ateliers de prévention, parfois pour les personnes âgées. Et autour d'ateliers, je me rends compte que c'est des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont connues étant plus jeunes, qui ont totalement disparu de leur vie entière. Et là, on en reparle un petit peu. Et on revient à des choses un petit peu ancestrales, je dirais, un petit peu plus anciennes, historiques. Je parle de patrimoine, on est aussi là-dedans. Et finalement, qui reviennent au goût du jour progressivement, grâce à des petites choses que l'on voit apparaître de plus en plus dans nos étals, de nos épiceries, ou finalement qu'on peut entendre autour de notre alimentation et qui vont contribuer aussi à ce bien-être, à ce confort et aussi un truc hyper important, à cet équilibre interne, à ce patrimoine microbien dont je te parlais. Et en fait, là, tu vois, on parle de transmission, on parle d'éducation, de pédagogie avec les générations futures. Un truc que je trouve fabuleux, c'est pourquoi pas réapprendre aussi à maîtriser du vivant. Pourquoi je dis ça? Parce que le microbiote, c'est du vivant, c'est l'organisme vivant qui est pourtant au centre de notre alimentation française mais qu'on a tendance à oublier, comme le fromage. Je parle pas des alcools parce que c'est une, une classe à part entière, mais comme les fromages, comme le pain avec les levures, le levain, comme nos ferments divers, nos yaourts aussi, euh, et pourquoi pas aussi dans d'autres préparations. Et on se rend compte que, bah, par exemple, la choucroute, c'est typiquement de la lactofermentation pour faire le chou. Bon, ça dépend des types de préparation qu'on peut faire, mais en tout cas, c'est possible de faire la lactofermentation. Quand on parle
de kéfir de lait ou kéfir de fruits, quand on parle de kombucha, qui reviennent à la mode de plus en plus, ces boissons-là, on est sur des aliments riches en probiotiques cette fois-ci, qui vont souvent de pair avec les prébiotiques, et qui vont apporter justement ces saveurs particulières. C'est un petit peu un savoir-faire à des moments où il va falloir gérer son kéfir à la maison, qui est un organisme vivant. Moi j'en ai un, je lui ai donné un prénom et tout, qui Oui, est c'est vrai. qui trône sur ma cuisine et que je nourris tous les 2 jours et j'en fais une boisson pétillante pour l'apéritif plutôt que basculer sur ces boissons sucrées transformées qui ne sont pas si bonnes. On en a parlé tout à l'heure, ça semble Mhm. évident. Encore une fois, mais tu vois, on transmet ça et j'adore partager ça. Et ce moment de partage, quand je fais mes ateliers, à la fin, c'est distribution de kéfir pour tout le monde. On fait notre petit travail dessus. Tu sais, comme les Tamagotchi là. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, Bon, les oui, petites. mais qui sont revenus au goût du jour. Moi, je peux te dire que j'ai deux Ah petites ouais, filles. Ah oui, 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 c'est ah de ouais, retour. d'accord. Les Tamagotchi, c'est Ben là, passionnant. c'est un peu pareil. Tu lui donnes un nom, tu donnes à manger, tu regardes, tu Tout à surveilles fait. s'il a pas fait des bêtises pendant la nuit. Et en fait, c'est un peu la même chose. Et j'en distribue comme ça, et chacun repart avec son petit bol de kéfir. Et pour Mhm. pouvoir après faire ses propres préparations, ses boissons, c'est hyper pédagogique. Faire ça avec des enfants, je trouve ça incroyablement Ah ouais. fabuleux. Et finalement, on contribue aussi à autre chose, parce que quand on parle de patrimoine microbien, quand on parle de ce microbiote intestinal sain, le plus sain possible, à garder en tout cas le plus sain possible grâce à ces apports qu'on peut faire quotidien avec ces petites choses fermentées, on peut trouver du sens. Et aussi en termes d'inflammation. On a quelque chose avec des aliments fermentés, on peut aussi alimenter ce microbiote permanente pour éviter justement qu'il se dégrade, parce qu'il se dégrade si facilement au quotidien. Bon, dès la naissance, on peut avoir un microbiote altéré, malheureusement, c'est un autre sujet parce que c'est complexe, Oui. mais au cours de la vie, avec toutes ces agressions qu'on peut subir, Sans parler des comme médicaments. bien sûr, les médicaments font partie de ces fameuses agressions, certains médicaments en tout cas, quand ils sont pris en excès, quand on a on va dire des terrains fertiles pour, quand on est peut-être moins en capacité de se protéger par nous-mêmes, mais aussi la pollution, le stress, des choses qui sont pro-oxydantes, qui vont avoir aussi cette faculté à nous pénaliser un petit peu, et ben finalement, on peut arriver dans son assiette à apporter plein de petites choses et mis bout à bout, on peut avoir le goût, le plaisir, ce côté transmission de valeurs patrimoniales, etc., etc. Et cetera. Et en plus, finalement, cette santé, quoi. Parce que ça va contribuer justement à garder cette, euh, cette thématique-là, hein, toujours au centre. Ben, Romain, écoute, je crois que tu as un rendez-vous qui suit très bientôt. Notre C'est vrai. discussion, je sens qu'on pourrait la poursuivre encore longtemps, mais je pense qu'on arrive au bout de notre enregistrement. Je te remercie infiniment pour cette envie de partager qui se sent C'est profondément et cool, je pense merci. qu'on est tous les deux bien raccords sur ce souhait de donner des outils et aux professionnels et aux gens eux-mêmes pour Mhm, amorcer ce cercle vertueux du bien-être global mhm, de mhm. l'individu, je pense. Et puis l'alimentation, c'est quand même un gros morceau de ça. Voilà, au travers d'un sous-sujet de l'alimentation, je pense qu'on a quand même des super principes. Et si tout le monde suit tes conseils d'aujourd'hui, bah forcément, tout le monde se sentira bien mieux. Donc, est-ce que J'espère. un professionnel, un coach sportif qui voudrait aller plus loin dans ses connaissances de l'alimentation anti-inflammatoire, est-ce que tu as des petits tips à lui donner, un endroit, des choses à consulter? Ah, il y a plein de références maintenant disponibles, accessibles et je dirais vulgarisées sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très chouette. Il y a des sport scientists qui œuvrent au quotidien. Alors sur l'alimentation du sportif, hein, moi j'en ai surtout en tête, qui vont être vraiment très pertinents. Je pense à Yann Lemeur, Cocorico, sport scientist français qui fait des infographies super chouettes, qui a une application, on peut s'abonner et avoir plein de comment dire d'informations rapides sur les avancées, sur plein de sujets autour de l'alimentation du sportif. Thibaut Violet aussi, j'aime beaucoup Epidemio qui travaille sur toutes ces questions aussi justement de l'alimentation santé et aussi il déconstruit parfois des choses que l'on entend et trop hâtives, je dirais, sur la recherche et qui montre que parfois il y a besoin d'avoir des méta-analyses et un peu plus de recul. Donc j'aime beaucoup aussi. Bon après il y a beaucoup de littérature en anglo-saxonne aussi. Bon, il y a beaucoup de choses que l'on peut voir. Il y a des bouquins très pertinents. N'hésitez pas à regarder aussi. Il y a certains qui sont vraiment connus en diète du sport, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Si besoin, je peux carrément rester disponible, te les partager
bah, voilà, tu pourras le retransmettre par la suite, certaines références actuelles qui peuvent être vraiment intéressants. Il y a certains qui vont être, on va dire des bibles de l'alimentation du sportif, mais pas que, hein, il y a d'autres sujets bien entendu. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, bien sûr, se former aux bons endroits, parce qu'il y a plein de choses à disposition. Ça bouge beaucoup aussi dans le monde de la formation. Il y a des choses qui vont être immuables et d'autres qui vont au contraire partir dans tous les sens. Et il faut savoir faire les bons choix. Mais sur le territoire, il y a de plus en plus de bonnes choses. Il y a même un DU qui permet aux préparateurs physiques, entraîneurs sportifs, de se former un peu en nutrition du sport. Le DU NAPS, DU NAPS. Je crois qu'il est en région parisienne actuellement, qui permet justement par des petits séminaires de se former sur cette question-là. Après, plutôt qu'aller jusqu'à un DU, il y a aussi d'autres formations plus accessibles, bien entendu, plus faciles, je dirais, mais qui n'octroient en rien la possibilité de faire des consultations diététiques, bien sûr. Comme je disais, c'est réglementé, mais au moins avoir des connaissances, avoir parfois le mot qui va être pertinent plutôt que être le mot délétère pour une approche dans un suivi. Ça, c'est hyper important parce que les préparateurs physiques ou les entraîneurs sportifs sont en première ligne. Souvent de cette chaîne et ils vont être au contact direct du public et ils vont être souvent très sollicités pour beaucoup de choses. Il va falloir parfois être informé au maximum, bien sûr, et savoir comment transmettre une information sans que ça ait des répercussions néfastes. Et surtout après aussi savoir accompagner un petit peu pour aller vers des professionnels de santé quand il y a vraiment des sujets précis. Mais tout ça, ça se travaille en fait, ça se travaille. Et c'est bien de se former pour avoir au moins les conseils de base, être sensibilisé pour ne pas dire n'importe quoi. Tout à fait. Ben, Romain, merci. Oui, je prendrai les références si tu en as des Bien sûr, spécifiques. On les mettra bien sûr, dans la description du podcast tout simplement. Comme ça, tous les bien liens sûr. seront directement sous le podcast. Je te Super. remercie encore une fois. On a un petit peu dépassé ton agenda, mais merci beaucoup pour cet Ok, échange. Voilà. Et puis, on avec se dit à plaisir. très bientôt, du coup, pour un autre sujet sur l'alimentation, sans doute. Je te souhaite Avec une très plaisir. belle journée. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci à toi.